1993, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été créée dans le but de garantir une sécurité de l'investissement au sein de l'espace africain. L'institution, pour son fonctionnement, s'est dotée de structures spécialisées dont le secrétariat permanent. Quel bilan peut-on faire 23 ans après la création de cette organisation? Afin d'avoir des réponses concrètes à cette interrogation, nous avons invité sur ce plateau le professeur Dorothée Sousa. Il est ici en tant que secrétaire permanent de l'OHADA. Bienvenue, professeur. Bonjour, Madame Afouda. Alors, que fait le secrétariat permanent au sein de l'organisation et quelle est sa place dans l'organigramme? Alors, il faut savoir que, comme toute organisation internationale, l'OHADA avait besoin d'un exécutif, d'un organe exécutif. Le secrétariat permanent est l'organe exécutif de l'OHADA, qui comprend 3 institutions au total. Il y a le secrétariat permanent, donc, qui est au sommet de l'ensemble des institutions. Mais nous avons également une cour commune de justice et d'arbitrage, qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous avons l'école régionale supérieure de la magistrature, qui est basée à Porto Novo, au Bénin. Et donc le secrétariat permanent qui est fixé à Yaoundé, au Cameroun, assure la coordination de l'ensemble du système et est l'organe exécutif de tout ce système. Alors, 23 années après la création de l'OHADA, peut-on dire aujourd'hui que l'état de droit est une réalité concrète pour les investisseurs au sein de l'espace? Alors, il faut savoir que très concrètement, l'OHADA a posé 9 actes uniformes. C'est un ensemble de lois. Nous avons un code OHADA qui est en vigueur dans l'ensemble des 17 États, parce qu'il y a aujourd'hui 17 États membres de l'OHADA, et ce droit qui est commun donc à tous ces États régit l'essentiel des activités économiques dans ces États. Par exemple, vous, pour créer votre société dans l'espace OHADA, vous êtes obligé de recourir au droit OHADA. C'est conformément à ce droit que vous pouvez créer une société. Si vous vous adressez à une banque pour obtenir du crédit, c'est conformément au droit OHADA qu'on va vous donner le crédit. Et si jamais il y a un problème de recouvrement de créances, c'est suivant le droit OHADA que ça va se faire. Et en cas de conflit, vous allez devant des juges qui vont appliquer le droit OHADA. Tant que vous êtes dans le domaine du droit des affaires ou du droit commercial, c'est ce droit qui s'applique, c'est ce droit que les juges vont appliquer. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord par rapport aux décisions rendues par un tribunal au niveau local ou par la cour d'appel qui est de compétence également au niveau local, vous vous portez devant la cour commune de justice et d'arbitrage au niveau suprême. Et c'est à ce niveau-là que vous avez la décision finale qu'on ne peut plus contester. Alors, cela signifie que nous avons toute une architecture qui fonctionne. Nous avons sur le plan normatif, sur le plan des normes, des textes, nous avons donc un ensemble de textes qui couvrent l'essentiel de tout ce que vous pouvez faire dans le domaine commercial. Et sur le plan de l'application de ces textes, nous avons également des organes qui sont en place. Il y a les organes étatiques de chaque État, d'une part, et puis la Cour qui est au sommet de la hiérarchie. Mais n'oublions pas que s'agissant d'un droit nouveau, parce que 23 ans pour un être humain, c'est peut-être quelque chose d'important, mais l'OHADA, c'est une institution, et donc 23 ans, c'est pas grand-chose. Et pour que ce droit nouveau qui est créé par l'OHADA soit bien connu et bien compris, nous avons une école, nous avons l'école dont j'ai parlé, qui est chargée donc de la diffusion de la connaissance par rapport à ce droit et qui va au-delà des praticiens du droit pour faire ce travail-là, puisqu'il ne faut pas oublier que la comptabilité des entreprises relève également de l'OHADA, donc les experts comptables doivent aller là-bas. Et nous nous adressons également aux acteurs des entreprises, c'est-à-dire les destinataires finaux donc du droit OHADA, ils peuvent également être formés par notre école. Et quel est le mécanisme mis en place au sein de l'espace OHADA pour sécuriser l'investissement? Alors, comme je viens de le dire, il faut savoir que si le droit qui régit les activités économiques n'est pas un droit sûr, si ça ne garantit pas l'outil économique, vous ne pouvez pas aller loin. Vous avez parlé de la sécurisation de l'investissement, sécurisation, disons, juridique et judiciaire. Lorsque quelqu'un vient investir, par exemple, créer une entreprise de télévisuel comme ceci, il faut que la propriété soit garantie. Il ne faudrait pas que les impôts viennent, par exemple, étouffer le fonctionnement de l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'en cas de conflit,
eh bien, les juges ne puissent pas appliquer une loi vraiment assez juste. C'est des choses auxquelles il faut veiller, qui n'ont l'air de rien et qui sont essentielles. Alors, je veux dire, quand vous arrivez dans l'espace OHADA, mettons que vous veuillez, par exemple, investir dans les mines. Vous allez créer une société. L'OHADA offre plusieurs types de sociétés. Vous choisissez la société qui irait le mieux pour votre activité et vous créez votre société, donc, en vertu du droit OHADA et en fonction, donc, de ce que vous aurez choisi comme type de société. Et comme je l'ai dit, pour le fonctionnement de cette société, l'OHADA a prévu des instruments pour que le fonctionnement soit le plus sûr possible. Et surtout, chaque fois que nécessaire, vous allez voir que dans les textes de l'OHADA, on a essayé de faire en sorte que l'investisseur ne soit pas effrayé, se dise, je vais faire affaire dans l'espace OHADA, mais ça va me profiter. Et c'est à travers le profit de l'investisseur que l'État aussi va tirer profit. Parce que si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas de création d'emplois, vous n'avez pas d'impôts à prélever. Et donc l'OHADA essaye d'entourer tout cela. Voilà un peu, si on peut schématiser, la façon dont nous fonctionnons. Et je répète que nous avons des textes dans 9 domaines différents, qui couvrent l'essentiel de ce qui peut se faire en droit des affaires. Alors tout à l'heure, vous l'avez dit, il existe des normes juridiques. Nous avons également la CCJA, qui existe donc. Un encadrement juridique existe au sein de l'espace, mais est-ce que cet encadrement juridique suffit pour régler tous les problèmes juridiques au sein de l'OHADA? Non, on ne peut pas dire que l'OHADA fait tout. Je vous donne quelques exemples. Nous avons la propriété intellectuelle qui est essentielle dans le domaine du droit des affaires. Ce n'est pas l'OHADA qui s'occupe de la propriété intellectuelle. Nous avons par exemple les assurances qui sont essentielles dans le domaine du droit des affaires. Ce n'est pas l'OHADA qui s'occupe de régir les assurances dans l'espace OHADA. On peut aller plus loin. Si nous prenons l'Union économique et monétaire ouest-africaine, par exemple, on voit qu'elle a des compétences en matière économique et qu'en vertu de cette compétence, elle pose des règles en matière de télécommunications, en matière de moyens de paiement. Tout ça, c'est des éléments qui participent du droit des affaires, du droit économique, mais qui ne relèvent pas de la compétence de l'OHADA. Donc on ne peut pas dire que l'OHADA fait tout. Mais attention, nous avons suffisamment à faire de toute façon, par rapport aux compétences qui nous sont dévolues. Et de toute façon également, nous travaillons avec les autres institutions régionales ou sous-régionales qui soutiennent les États dans la tenue du bon fonctionnement des activités économiques. Alors après 23 ans, que peut-on retenir pour ce qui est de la partition de l'organisation dans les performances que les économies des pays membres enregistrent aujourd'hui? Alors, vous savez, en 1993, lorsque l'OHADA a été créé, tous nos États étaient dans la détresse économique. Ceux qui vivaient à l'époque savaient que personne ne pariait un sou sur le devenir de l'Afrique. Tous nos États étaient sous ajustement structurel, avec la Banque mondiale et le FMI. Et on se demandait comment se tirer d'affaire. Et ceux qui étaient bien informés à l'époque savaient ce qui se disait sur l'Afrique. C'était vraiment une terre qui n'a pas d'avenir. C'est ce qu'on disait de nous. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, et d'ailleurs, il n'y a pas 3 mois, nous avons eu le rapport McKinsey, qui, dans le système anglo-américain, a une importance majeure, qui démontre, sur le plan économique, que c'est l'Afrique qui est l'avenir économique du monde. Vous voyez, alors, qu'est-ce que l'OHADA a fait dans tout ça? Nous l'avons démontré en 2013. À l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'OHADA, nos chefs d'État nous ont demandé de faire une étude d'impact économique de l'OHADA. Et nous avons vu que de 1993 à 2013, grâce à l'action de l'OHADA, eh bien, nos pays ont beaucoup progressé sur le plan économique. On a plus d'espoir aujourd'hui chez nous qu'en 1993. Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de misère toujours, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'espoir. C'est vrai, mais il faut savoir d'où nous sommes partis. Et il faut surtout savoir que nous avons des exigences de bonne gouvernance de toute façon, quels que soient les outils juridiques que nous allons nous donner, et qu'avec des efforts dans ce sens-là, et avec la poursuite donc, de l'encadrement juridique de l'activité économique que nous faisons, le sérieux dans la mise en œuvre des textes qui sont pris,
nous sommes convaincus qu'on aboutira progressivement à l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre d'entre nous. Des populations africaines. Alors, l'OHADA ambitionne de concrétiser dans les tout prochains mois le processus d'informatisation du registre de commerce et de crédit immobilier en vue d'accroître la confiance des acteurs économiques. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Alors, vous savez, lorsqu'on veut faire affaire, nous voulons que des investisseurs arrivent chez nous, mais pas seulement. Nous avons également des gens de chez nous qui voudraient investir. Mais pour investir, eh bien, cela signifie que vous entrez en collaboration avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres entreprises. Mais il faut déjà les connaître. Il faut déjà être sûr que ces entreprises existent. C'est pour ça que lorsqu'on crée une entreprise commerciale, il faut l'enregistrer. Ça, ce n'est pas nouveau. Le registre du commerce a toujours existé. Ce qui est nouveau dans le système OHADA, c'est qu'on y a ajouté le crédit immobilier. Cela permet de s'assurer de l'état d'endettement de son partenaire potentiel ou actuel. Vous voulez faire affaire avec quelqu'un, il est bon de savoir si vous pouvez par exemple lui faire confiance, lui faire crédit et dans quelle mesure vous pouvez lui faire confiance et lui faire crédit. Alors grâce au système du registre du commerce et du crédit immobilier, vous vous adressez au greffe et vous avez l'information. Mais jusque-là, tout cela est manuscrit. On ne peut pas y accéder. Notre idéal, ce qui a été décidé de toute façon par nos gouvernements, c'est qu'on puisse de n'importe où sur la planète, en cliquant sur son site internet, sur le site internet plus exactement de l'OHADA, qu'on puisse savoir que telle entreprise existe par exemple au Bénin, que cette entreprise a tel niveau d'endettement, que de partout au monde on le sache. Et ce qui ferait que lorsqu'on veut faire affaire avec cette entreprise, on est assuré qu'on ne va pas en aventure. Ça c'est vraiment important. Les banquiers qui sont quand même, qui constituent jusqu'à aujourd'hui en tout cas, un élément essentiel dans le financement de l'économie. Il n'y a pas que ça dans d'autres économies. Mais chez nous, les banquiers constituent des acteurs essentiels. Il faut que les banquiers puissent avoir vraiment ces informations-là. Dans le registre du commerce et crédit immobilier, par exemple, on doit inscrire, comme le nom l'indique, le crédit, tout ce qui est crédit immobilier. Lorsque vous prenez des engagements au niveau des banques, tout cela, ça doit ressortir au niveau du registre du commerce. Alors, lorsqu'on va mettre ça en ligne, le banquier n'aura pas à souffrir pour obtenir l'information sur vous lorsque vous vous adressez à lui pour obtenir son soutien. Alors, quelles sont les limites de l'OHADA aujourd'hui? Quels sont les défis qui restent à relever pour un meilleur fonctionnement en vue d'obtenir de meilleurs résultats au sein de l'espace? Alors, l'OHADA, c'est une création humaine. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de parfait. D'abord, il faut savoir que même quand on considère les matières sur lesquelles l'OHADA est intervenu jusque-là, eh bien, on voit qu'il y a quand même quelques insuffisances encore. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un problème avec la facturage. La facturage, de quoi s'agit-il? Lorsqu'un banquier ou bien lorsque quelqu'un vous prête de l'argent et que vous ne remboursez pas, aller en process, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Les gens préfèrent donc se défaire de leurs créances sur un facteur, comme on dit, c'est un système, et le facteur s'occupe de récupérer l'argent, mais eux, ils se déchargent de leurs créances avec des cotes sur un facteur, et ça nous aurait permis d'attirer plus de capitaux. Merci de nous avoir accordé cet entretien, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, et merci à Sika TV et à toute votre équipe. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programme sur Sika, à très vite.